des 1000 décès au Québec. Aujourd'hui, on verra selon le nombre de décès, on est à 939 aux dernières nouvelles. Oui, alors le cap des 1000 sera malheureusement franchi, oui. Et d'autre part, on s'inquiète des 4000 cas. Moi, j'ai ça en tête depuis hier midi. Les 4000 personnes, parce que ce pas juste des chiffres, ce sont du monde alité dans les CHSLD qui ont reçu un diagnostic de COVID-19. Alors, comment faire pour les rassurer autant que possible, pour les soigner, pour les hydrater, pour les nourrir? Alors, c'est ça, quand on parle d'urgence nationale, c'est à ces gens-là qu'on pense et qu'on a en tête. Alors, souhaitons qu'il y ait des choses qui débloquent effectivement. Pour ce qui est du docteur Arruda qu'on voit s'installer, bien, inévitablement aussi, la question des masques, mesdames et messieurs, va revenir. On vous a mentionné la STM qui se pose des questions à ce sujet-là. On écoute le point de presse et on en parle tout de suite après, ensemble. De la santé et des services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la journée. Malheureusement, on a 102 nouveaux décès, donc un total de 1041. Je veux offrir, bien sûr, mes condoléances à toutes les familles, les proches de ces victimes. On a maintenant 20 126 cas confirmés, une augmentation de 807. On a 1224 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 55. Et on a 201 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 3. Évidemment, le grand défi, ça reste dans nos résidences pour aînés. C'est important de le mentionner. Là, sur les 1041 décès qu'on a jusqu'à présent, il y en a 850. C'était des personnes qui étaient dans les résidences pour aînés. Bon, il y en a beaucoup qui ont décédé après leur transfert à l'hôpital, mais leur provenance, là, 850 sur 1041 qui venaient des résidences. Donc, c'est vraiment là qui est le défi, les 2600 résidences. C'est important, par contre, d'expliquer la répartition et puis la situation dans les 2600 résidences. D'abord, sur les 2600 résidences, là-dedans, il y a des CHSLD, publics, privés, des RPA, des ressources intermédiaires. Il y en a 2300 sur les 2600 où il n'y a aucun cas de COVID-19. Donc, ça veut dire quand même 2300 sur 2600, il n'y a aucun cas. Dans les 300 où il y a un cas ou plus de COVID, c'est important de le dire, il y en a 220 résidences sur les 300 qui restent, là, où la situation, on calcule qu'elle est sous contrôle. Donc, ça veut dire qu'il y a 80 résidences sur 2600 au total où la situation est plus difficile, où on a une surveillance là, plus attentive qu'on doit faire. Bonne nouvelle, sur les 2000 employés qu'on manquait, là, je disais hier, puis depuis quelques jours qu'il manquait 2000 employés, hier, on a eu des médecins, spécialistes et généralistes, des infirmières, des préposés, des étudiants qui ont confirmé leur travail, en grande partie à temps plein. On a réussi juste hier à combler 1000 des 2000 postes. Puis on a confiance que d'ici demain, avec tous ceux qui nous ont fait signe, on devrait être capable de combler les 1000 postes qui restent à combler dans les 2600 résidences. Ça veut dire que la situation, si tout va bien, d'ici demain soir, là, devrait être sous contrôle pour ce qui est du personnel. Évidemment, je veux dire un énorme merci à tous les médecins, à toutes les infirmières, les préposés, les étudiants en santé qui ont accepté de venir travailler à temps plein. C'est un effort collectif là, qui est courageux. C'est pas toujours facile, comme je le disais tantôt, surtout dans les 80 résidences où c'est plus difficile, mais des gens, donc, acceptent de venir travailler. Moi, je peux juste être admiratif devant cette situation-là. Un point que je veux toucher, j'ai lu puis entendu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on transfère du personnel, que ce soit des médecins ou des infirmières, des hôpitaux vers les résidences pour aînés.
Bon, d'abord, ce qui est important de se dire, c'est que l'urgence est vraiment dans les résidences. Quand je vous dis que sur 1041 décès, il y en a 850, c'est des gens qui viennent des résidences. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait là. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'a pas retardé d'activités urgentes dans les hôpitaux. Donc, depuis un mois, la décision qu'on a prise pour se préparer à la COVID-19, c'est de libérer à peu près 6 000 lits sur les 18 000. Ça veut dire qu'il y en a encore 12 000 lits où il y a des activités dans nos hôpitaux. Puis toutes les activités qui sont urgentes vont être faites. Puis graduellement, au fur et à mesure qu'on va avoir du personnel qui va s'ajouter, des étudiants et autres, on va pouvoir libérer des médecins spécialistes qui vont pouvoir graduellement, dans les prochaines semaines, recommencer là, à avoir une pleine charge puis à réutiliser une partie des 6 000 lits qui sont libres dans les hôpitaux. Bon. Par contre, il y a un problème qui est spécial actuellement, c'est la pénurie mondiale de sédatifs. Propofol. Il y a des médicaments ou des techniques alternatives, mais c'est beaucoup moins efficace. Donc, le nombre d'opérations, de chirurgies qui peuvent être faites, c'est plus compliqué. Donc, on cherche des solutions, on travaille sur des solutions, mais juste dire, là, on n'est pas différent de partout dans le monde. Il y a une pénurie de médicaments comme le propofol, donc de sédatifs pour engourdir, endormir, appelez ça comme vous voudrez, là, les gens qui doivent se faire opérer. Je reviens sur la situation. Là. Donc, sur 2600 résidences, on a 80 où c'est un peu plus, pas un peu plus, là, où c'est difficile. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans le reste du Québec, là, à Montréal et dans les régions, la situation est pas mal stable depuis un certain nombre de jours. Donc, on est en train de regarder, là, on a encore une rencontre ce soir, comment on va réouvrir graduellement l'économie, les écoles, les services de garde. Mais le mot important, là, c'est le mot graduel. Donc, on veut être bien sûr de continuer à avoir une stabilité pendant un certain nombre de jours, même de semaines, puis on veut y aller graduellement. Et je veux vous dire un mot sur les écoles et les garderies. Puis je vous parle seulement du côté santé. Donc, je ne parle pas du côté économie, juste du côté santé. Ça ne serait pas une bonne idée d'attendre le 1er septembre pour retourner 1 million d'enfants dans les écoles en même temps, avec les risques qu'il y ait une contagion chez les parents, puis que là, il y a beaucoup de gens en même temps qui créent une deuxième vague de COVID-19. Donc, juste vous dire, ce qu'on regarde actuellement, c'est une réouverture graduelle. Donc, les prochaines semaines, les prochains mois, de réouvrir graduellement l'économie, les garderies, les écoles, mais de le faire graduellement. Je suis en train de consulter mon caucus de députés, donc nos 76 députés. J'ai parlé hier aux 3 chefs de l'opposition. Ils vont, eux et elles, aussi consulter leurs députés au cours des prochains jours. Donc, l'idée, là, c'est pas de rien précipiter, c'est d'y aller graduellement. Puis, le critère qui est utilisé, c'est la santé. Moi, là, je veux qu'on protège nos enfants, je veux qu'on protège nos éducatrices, nos enseignants. Je veux que tout le monde soit en sécurité. Puis, ce n'est pas une bonne idée, je le répète, de tout retourner ce monde-là en même temps sur le terrain, dans les garderies, dans les écoles. Il faut y aller graduellement. Parlant de réouverture, autre bonne nouvelle,
L'UPA, dont l'Union des producteurs agricoles, nous dit qu'ils sont débordés d'appels de jeunes et de moins jeunes qui veulent aller travailler sur les fermes cet été. Donc, très, très content d'entendre ça. Je sais que c'est pas facile. J'ai fait ça quand j'étais jeune au collège McDonald à Sainte-Anne-de-Bellevue, aller ramasser des fraises. Là. Les premiers jours, c'est dur pour le dos. Très, très dur pour le dos d'être penché toute la journée. Mais c'est une belle expérience en plein air. Je vois qu'il y a des journalistes qui sont intéressés. Là. C'est ouvert pour vous aussi. Là. Donc, je pense que c'est important. On l'a dit depuis quelques semaines. On veut un Québec qui est plus autonome pour sa nourriture. Ça veut dire qu'il faut avoir plus de monde dans nos fermes, dans nos champs. Puis d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier nos producteurs agricoles. C'est un travail qui est dur. Eux autres sont là à l'année, mais c'est grâce à nos producteurs agricoles qu'on a des produits frais, des produits locaux dans nos épiceries. Donc, c'est mon remerciement du jour. Donc, je conclue en disant, il ne faut pas lâcher, on va s'en sortir ensemble. Merci. Maintenant en anglais. Good afternoon. Bonjour. Nous continuons le déploiement des travailleurs de la santé dans les résidences pour aînés. Nous avons des médecins, des infirmières, des étudiants en médecine qui viennent renforcer les effectifs déjà en place et la situation est de plus en plus maîtrisée. Il est important de dire qu'à l'extérieur des résidences, la situation est stable dans notre province. Bien sûr, nous avons encore besoin de temps pour nous assurer que la pandémie est maîtrisée avant de relancer l'économie, rouvrir les écoles. Il nous faut se faire graduellement avec le feu vert du Dr Arruda. Et dès que nous obtiendrons son feu vert, nous allons déposer un plan afin de vous expliquer exactement comment nous allons procéder dans les semaines et les mois que cela va durer. Il ne faut donc pas lâcher. Nous allons traverser la situation ensemble. Je vous remercie. Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Geneviève Lajoie du Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour à vous trois. Plusieurs régions sont donc, vous l'avez dit, très peu touchées par le coronavirus. Est-ce que le déconfinement et la réouverture des entreprises pourraient se faire rapidement dans ces régions-là pour ne pas qu'elles soient pénalisées par l'ampleur de la crise qui touche principalement Montréal et surtout les résidences pour aînés? Donc, et quelle région pourrait ouvrir en premier? Bon, ça fait partie des scénarios qui sont examinés actuellement, de commencer en réouvrant certaines régions, les entreprises, les garderies, les écoles, mais il n'y a rien de décidé encore. On veut s'assurer pendant encore un certain nombre de jours que la situation reste stable. Donc, pour être clair, là, je n'ai pas encore tout à fait le OK du Dr Arruda. Donc, on continue dans les prochains jours à regarder différents scénarios. Mais oui, parmi ces scénarios-là, il y a une possibilité que les entreprises, les garderies et les écoles de certaines régions soient ouvertes avant les autres. Vous avez justement hier repoussé la réouverture des écoles. Si les écoles ne réouvrent que plus tard en mai, est-ce qu'il y a un scénario de prolonger l'année scolaire au-delà de la fête de la Saint-Jean-Baptiste ou d'une rentrée plus précoce à l'automne? Il y a beaucoup de scénarios, mais il n'y a rien de décidé de ce côté-là, du côté là, donc, de l'année scolaire et puis du travail qui sera fait à la rentrée en septembre. Donc, il y a beaucoup de scénarios. Ça dépend, évidemment, quand on réouvre les écoles. Merci. On poursuit avec Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. D'abord, est-il exact que vous avez l'intention que de reprendre les chirurgies, là, que les salles d'opération fonctionnent à 50 % dans les prochains jours? Bon, c'est quelque chose qu'on regarde, effectivement. Là, pour l'instant, on a besoin des médecins spécialistes dans les CHSLD. On leur a demandé de venir travailler pour 2 semaines. Après ces 2 semaines-là, puis même pour un certain nombre d'entre eux ou d'entre elles, on pense que ça va être possible dans les prochains jours, les prochaines semaines,
d'augmenter graduellement les chirurgies, donc d'avoir un rythme qui est plus soutenu que les 4 dernières semaines. Maintenant, sur la situation en général, parce que dans les dernières semaines, vous avez beaucoup fait de comparaisons avec ailleurs et tout ça, mais on parle quand même de déconfinement si la situation se stabilise. On est toujours à des cas confirmés de COVID, alors que le dépistage est limité aux personnes malades ou à peu près, là, puis le personnel de la santé. 800, 900 cas qui rentrent par jour, alors qu'on est confiné, comme vous le savez. On arrive avec des décès, c'est par 100. Là, c'est 100 par jour qui augmentent et ça ne cesse d'augmenter. On est en train de s'éloigner là, du scénario optimiste. Est-ce que c'est inquiétant, cette situation-là? Je pense pas. Là. Quand on regarde les 2 scénarios qu'on avait donnés, optimiste et pessimiste, on est toujours plus proche de l'optimiste que du pessimiste. Maintenant, il y a plusieurs choses. Je suis certain que le Dr Arruda pourrait en ajouter beaucoup. D'abord, donc, sur les 1041 décès, il y en a 850 qui sont des personnes qui viennent des résidences où il y a un problème particulier. Évidemment, les décès, c'est une chose, mais avant ça, il y a le nombre de cas. Il y a le fameux R0 là, que Dr Arruda pourrait vous parler, c'est-à-dire combien de personnes sont infectées par une personne infectée. Il y a la situation dans les hôpitaux. Ça, de ce côté-là, on avait prédit ou prévu utiliser jusqu'à 8000 lits. On utilise à peu près 1200 actuellement. Donc ça reste très stable. Puis c'est une condition importante pour réouvrir graduellement l'économie puis les écoles, parce qu'on ne veut pas non plus qu'une vague vienne nous faire déborder puis d'avoir une situation où on perdrait le contrôle dans les hôpitaux. C'était ça l'objectif premier là, du confinement, de retarder l'arrivée d'une grosse vague dans les hôpitaux. Il ne semble pas y avoir la grosse vague qu'on attendait. Il y a la situation spéciale des CHSLD puis des résidences. Mais c'est tous ces chiffres-là qui sont examinés par les scientifiques, par les gens de la santé publique. Prochaine question. Oui, peut-être. Bon, écoutez, le ministre a dit essentiel. Le premier ministre a dit l'essentiel de l'information, mais il faut voir qu'on fait face, en somme, à 3 épidémies, si je pourrais dire ici. Là, la grande épidémie de la région métropolitaine, qui est à la fois communautaire, mais aussi beaucoup drivée par les CHSLD. Et si on enlève les CHSLD des courbes, ça change aussi l'allure. Puis il y a, bien entendu, la transmission dans ce qu'on appelle une zone 2, là, qui comprend certaines régions autour de Montréal, puis le centre du Québec, puis le Grand Nord, etc. Fait que devant cette épidémiologie-là qui est différente, quand on exclut le phénomène des CHSLD, ce qu'on ne voudrait pas, c'est importer le même phénomène ailleurs, hein, dans d'autres régions. Ça, c'est ce qu'on va travailler de façon très forte. Mais on est en mesure d'obtenir, et on suit, malgré le fait que c'est stabilisé en termes de décès, mais surtout associé au CHSLD, pas nécessairement dans la communauté, pas nécessairement il y en a, mais c'est pas associé seulement à ça, parce qu'il y a des personnes aussi qui meurent à la maison, dans les personnes âgées comme telles. On observe déjà quelques autres cas chez les 50-59 ans, là, qui ne sont pas toujours hospitalisés, mais qui, donc, c'est une possibilité. Donc, avec ce portrait-là, bien, on va voir, en fonction des épidémiologies, qui veut dire diminution des cas, surtout diminution des hospitalisations, puis des besoins de soins en soins intensifs. On pourra à ce moment-là ouvrir ce que j'appellerais les robinets à différentes périodes en fonction de l'épidémiologie locale, tout en maintenant des mesures importantes de distanciation dans la société là, pour ne pas amplifier le phénomène. C'est ça qu'on fait comme analyse actuellement. Maintenant, autour d'Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais être certain de bien comprendre la situation dans les hôpitaux. Parce que la semaine dernière, vous nous aviez dit on poursuit le délestage là, pour à peu près 2 semaines. On veut que les médecins aillent dans les CHSLD. Or, il y a quelques secondes, là, vous sembliez ouvrir la porte à une réouverture peut-être plus rapide des activités chirurgicales. Beaucoup de gens dans le milieu de la santé qui trouvent que c'est peut-être un peu confus là, le message en ce moment, que vous annoncez une directive, on a à peine le temps de la mettre en place que déjà on en change. Est-ce que effectivement la direction est claire en ce qui concerne là, le délestage des activités? Est-ce qu'on revient en arrière? Puis qu'est-ce qui arrive des médecins qui sont déjà là, dans les CHSLD? Ils retournent dans les hôpitaux maintenant? Bon, je vais laisser Daniel compléter, là, mais juste vous dire, grosso modo, là, on a, pour faire face à l'arrivée de potentiels patients COVID-19, délesté une partie des activités depuis 4 semaines. On va continuer de le faire pour 2 semaines, ce qui a fait que beaucoup de
personnes, incluant des médecins spécialistes, qui étaient disponibles dans les hôpitaux. On prend une partie de ces médecins spécialistes, les infirmières qui sont habituellement avec ces médecins spécialistes, on les envoie dans les CHSLD. Il en reste une partie. Là. Puis là, il faudrait le regarder spécialité par spécialité. Les cas de cancer, les cas de cardiologie, ça, les gens restent dans les hôpitaux, la plupart. Donc, il faut le prendre spécialité par spécialité. Donc, on dit, on continue de délester une partie des activités pour 2 semaines, mais malgré ça, il y a possibilité, même avec quand on tient compte du transfert dans les CHSLD, de quand même avoir un certain nombre de médecins spécialistes qui pourraient graduellement réaugmenter les activités. Effectivement, les médecins spécialistes qui viennent dans les CHSLD, ce sont des médecins spécialistes qui sont inactifs. Hein, parce qu'on a délesté, de gros morceaux d'ailleurs, ce sont les chirurgies électives, alors qui n'ont pas reprise et qui ne reprendront pas à ce moment-ci. Quand on dit qu'on va augmenter graduellement les chirurgies, on parle de chirurgies semi-urgentes aussi, là, des chirurgies qui sont prioritaires. Alors, les spécialistes qui viennent en CHSLD, il n'y a pas d'impact sur les activités des hôpitaux. Il n'y en a pas. Alors, comme le dit le premier ministre, on garde le même niveau, mais même à ce moment d'activité en milieu hospitalier, mais même dans le contexte où il y a des médecins spécialistes qui viennent en CHSLD, il y en a d'autres là, qui sont disponibles et qui peuvent commencer à augmenter le nombre de chirurgies. Certainement, il faut regarder beaucoup les semi-urgentes. Il faut aller de l'avant. Alors, on a une situation au niveau des médicaments qui est difficile, des sédatifs, mais on le gère bien, je pense, et on est toujours en lien avec nos fournisseurs. Et tout ce juste équilibre fait en sorte qu'on est capable de rouvrir un petit peu les chirurgies semi-urgentes qui deviennent plus urgentes parce que, justement, là, ça fait 1 mois, un peu plus qu'1 mois. Puis il y a des chirurgies qui ne peuvent pas attendre au bout d'1 mois. Alors, on va être capable de faire ça. Puis moi, je veux redire le message que j'ai donné hier, là. Dire à la population que oui, on est beaucoup à traiter et c'est très important, les gens qui ont la COVID-19. Mais on n'oublie pas les autres. On s'occupe des autres personnes qui ont des problèmes de santé. La preuve, on a 11 000 personnes dans nos hôpitaux actuellement qui sont traitées pour d'autres choses que la COVID-19. Et les médecins sont là pour eux. Ils sont là et il faut les appeler. Il faut se rendre à l'urgence si on a des symptômes qui pourraient être très problématiques, un AVC, un infarctus. Il ne faut pas attendre. Alors, je redis le même message qu'hier. Les médecins, les équipes sont là pour vous. Ces activités-là continuent dans le milieu hospitalier et on veut vraiment répondre à tous les besoins. On répond à la COVID-19, c'est bien évident, dans les CHSLD, à l'hôpital, mais on est en mesure de répondre aux autres besoins urgents et semi-urgents aussi, notamment en cancérologie, en cardiologie et dans d'autres sphères d'activité là, très importantes. Bon, justement... Juste peut-être pour vous donner quelques chiffres. On avait 18 000 lits qui étaient utilisés dans les hôpitaux. On en a libéré 7 000. Okay? Ça nous a amené à 11 000. Là, il y en a à peu près 1 200 qui sont utilisés pour la COVID-19. Donc, il en reste à peu près 6 000, okay? Un peu moins que 6 000. Si le même matin, on décide de remonter à 13 000 ou 14 000 ou 15 000 lits, on va être avec moins d'activités qu'habituellement où on utilise 18 000 lits, mais ça pourrait être un peu plus que le 18 000 parce que l'espace qu'on s'était donné pour la COVID semble qu'on n'aura pas besoin de 6 000 lits pour la COVID-19 dans les hôpitaux. Vous avez donc mentionné en introduction qu'il n'y avait pas d'activité urgente qui avait été reportée là, dans les hôpitaux. Or, on apprend aujourd'hui, puis c'est l'Association des cardiologues là, qui a fait une compilation, qu'il y a des gens qui seraient donc décédés parce que des soins ne leur auraient pas été apportés. On donne l'exemple, par exemple, d'une dame dans la soixantaine décédée d'insuffisance cardiaque après un report d'opération. Il y a des sources en gynécologie, oncologie aussi qui disent qu'il y a des chirurgies pour certains types de cancers qui sont effectivement reportées, qu'il y a des patientes à qui on donne des traitements de chimiothérapie plus longs, le temps de pouvoir leur donner une chirurgie plus tard que prévu. Donc, est-ce qu'on est bien certain qu'il y a vraiment
pas d'impact sur aucun des soins urgents. Est-ce que vous êtes certain que cette directive-là est concrètement appliquée dans tous les hôpitaux? Oui. Écoutez, vous savez, on n'est pas à l'abri de situations qu'on aurait voulu éviter, là, parce que je pense qu'on est tous humains. En même temps, moi, je dois vous dire que toutes les précautions sont prises. On a mis en place des comités cliniques de suivi. Moi, je parle à la sous-ministre adjointe des Affaires hospitalières tous les jours et j'ai parlé au directeur national de la cancérologie hier. C'est des comités cliniques qui se réunissent tous les jours, font le suivi des dossiers. Alors, il y a une partie de ça où, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les gens fassent signe à leur médecin s'il y a quoi que ce soit qui se développe. Mais la chimio, la radiothérapie, ça a été continué. On continue de donner ces traitements-là. C'est vrai qu'on a donné certains traitements alternatifs à la chirurgie. Oui, on a fait ça. Et il y a des évaluations de toutes les situations semi-urgentes. Alors, évidemment, on veut vraiment que toute la population qui a des besoins en termes là, de toutes ces sphères d'activité qui sont la cardiologie, la cancérologie, même la neurologie, mais toutes les sphères d'activité dont ils ont besoin, qui fassent appel à leur médecin, qui aillent à l'urgence s'il y a des symptômes plus urgents. Alors, puis on fait ces suivis cliniques à tous les jours avec nos équipes, avec le DSP, le ministère. Tout le monde est en contact et on a des protocoles aussi très, très clairs là-dessus dans telle situation, dans différentes situations qui sont suivies à la lettre. Alors, on espère vraiment ne rien échapper. Moi, j'aimerais avoir les cas spécifiques qui sont mentionnés parce que la directive est claire depuis le début. Pas question de reporter une activité qui est urgente puis qui pourrait mettre en danger la vie d'un patient. Il n'y a jamais été question de ça. Donc, est-ce qu'il y a eu une erreur d'évaluation ou j'aimerais avoir le détail là, parce qu'il n'y a jamais été question de reporter des activités qui mettraient en danger la vie d'un patient. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Sur le même thème, moi, on me dit qu'il y a une directive qui a été donnée ce matin par je pourrais vous donner le nom du comité, là, peut-être le comité directeur COVID-19 de la région de Montréal, comme quoi on devait rouvrir les blocs opératoires à 50 %. D'abord, est-ce qu'il y a effectivement une directive comme celle-là qui a bel et bien été donnée ce matin pour ça? Et il y a des médecins avec qui communiquent avec moi et qui me disent que c'est pas clair quand même ce qui doit être urgent ou semi-urgent. Pour eux, là, des médecins, des chirurgiens qui font des opérations en oncologie, qui me disent c'est pas clair dans notre tête ce qui est considéré comme étant urgent ou semi-urgent. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus? Parce que vous semblez dire que tout est clair, mais les médecins qui nous parlent, ils nous disent que pour eux autres, il y a de la confusion. Bien, écoutez, c'est une situation inédite, hein, et c'est du clinique. Alors, moi, je me suis entretenue longuement avec le directeur en cancérologie qui m'a expliqué vraiment les protocoles, comment c'est appliqué dans le milieu. Mais je ne vous cache pas qu'effectivement, il y a des inquiétudes de la part des médecins parce que c'est vraiment une situation inédite. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les suivis cliniques sont faits de façon très systématique. Les protocoles, moi je les vois passer, les protocoles en cancérologie, autant que c'est possible, les protocoles cliniques sont donnés aux médecins. Alors, il faut suivre ces protocoles avec ces départements dans chaque établissement et c'est à peu près ce qu'on peut faire là, de plus clair parce qu'on a dû revoir des choses, on a dû revoir dans le contexte actuel. Puis vous avez raison de dire que le semi-urgent, là, ça, il faut le faire pratiquement à tous les jours parce que la situation des personnes peut évoluer. On peut être semi-urgent il y a une semaine et devenir urgent dans 2 semaines. Alors, ça, c'est un défi, mais je pense que les équipes cliniques essaient de faire le mieux possible. Et effectivement, c'est un travail quotidien qu'il faut faire avec les experts cliniques. Mais les protocoles sont transmis et les protocoles sont noirs sur blanc. Mais c'est dans la réalité qu'il faut rejoindre les patients, puis il faut que les patients nous rejoignent également si la situation change. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y a des cas qui étaient considérés comme étant semi-urgents, donc qu'il fallait opérer, qu'on a laissé de côté
qui sont devenus urgents et que là, on les a opérés, qu'on a donc laissé la situation de certains patients devenir plus grave pour ensuite les opérer. Parce que moi, les médecins me disent ça, que c'est arrivé. Bien, on aimerait le savoir, d'ailleurs, comme dit le premier ministre. Moi, j'aimerais avoir cette information-là, de qui on parle, de quoi on parle, parce que quand je vous dis semi-urgent, je vous parle de situations, par exemple, il y a pu avoir des traitements alternatifs qui ont été donnés versus une chirurgie. Ça peut arriver. Mais on n'a pas laissé une situation urgente, là, ne pas être opéré, par exemple. Alors, si vous avez des situations dont vous avez connaissance, on aimerait le savoir. Moi, j'ai fait, d'ailleurs, dans un établissement de Montréal, une vérification où j'entendais justement des préoccupations comme celles que vous dites. On est allé aux sources et ce n'était pas le cas. Alors, on aime avoir l'information, on veut avoir l'information là-dessus, absolument. Merci. Prochaine question. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, donc, on donne une période d'à peu près 2 semaines pour régler l'urgence nationale pour les gens qui vont aller donner un coup de main dans les CHSLD. Mais qu'est-ce qui va arriver après ce délai-là? Est-ce que le problème de pénurie de personnel va être réglé, selon vous? Qu'est-ce qui vous permet de croire que cette crise-là ou cette pénurie-là va être réglée, ou est-ce que le délai pourrait être prolongé? Bon. Bien, regardez, actuellement, il y a 2000 personnes qui sont absentes. Il y en a qui sont infectées, donc on espère qu'elles vont être guéries puis qu'elles vont revenir. Il y en a, d'ailleurs, on me dit plusieurs qui n'ont plus de symptômes, mais là, on respecte la période de 14 jours avant que ces personnes-là reviennent. Il y a de la formation qui est donnée à des étudiants en santé qui entrent graduellement dans les CHSLD. Donc, on pense que graduellement aussi, la situation devrait s'améliorer dans les CHSLD. Donc, il devrait y avoir éventuellement, d'ici 2 semaines, moins de cas de COVID-19 dans les CHSLD. Donc, ça veut dire moins d'exigences, moins de pression sur le personnel. Donc, on pense que sur une période de 2 semaines, la partie des médecins qui ont accepté de venir en CHSLD pourrait retourner dans les hôpitaux. Et en complémentaire, si vous permettez, on va parler encore de la question des préposés aux bénéficiaires, mais ceux-là qui travaillent dans les résidences privées pour personnes âgées, donc les RPA. Vous le savez, ceux-là sont encore moins payés que dans le régime public. Vous leur offrez actuellement une prime temporaire, mais qui ne dure que le temps que ça va durer. Eux demandent la mise en place d'un décret pour fixer des conditions minimum dans le secteur. Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Jean Boulet est en train de regarder ça. Mais c'est certain qu'en augmentant le salaire des préposés aux bénéficiaires dans le secteur public, dans les CHSLD publics, par exemple, ça va mettre une pression sur les salaires dans le secteur privé. On comprend très bien ça. Il y a des places que c'est le gouvernement qui achète, donc il va falloir donner plus d'argent pour acheter ces places-là. Là. Donc, ça, on voit très bien l'effet domino. Mais la première étape, c'est de régler les préposés qui sont dans le secteur public. Mais je parlais encore hier soir avec le président du Conseil du Trésor. On est en train quand même de faire une évaluation du coût que ça va entraîner dans le secteur privé. Maintenant, est-ce qu'il faut fixer les conditions dans chaque établissement privé? Peut-être. Mais la situation peut être différente entre, par exemple, une ressource intermédiaire privée, une RPA privée ou un CHSLD privé. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'hyper-bureaucratisation des salaires du privé dans ces résidences-là. Merci. Au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé, M. Arruda, votre non-verbal parle beaucoup, M. Legault, vous le savez. Et lorsqu'on a parlé d'opérations dans les hôpitaux qui étaient reportés, qu'il y avait des cas, est-ce qu'actuellement, je reviens avec cette question, vous disposez de toute l'information pour prendre vos décisions à la plus haute hiérarchie où la bureaucratie est beaucoup trop lourde et ne vous permet pas d'avoir toute l'information? Bien, je pense que c'est plus une question d'évaluation, de jugement. Qu'est-ce qui est une activité urgente? Qu'est-ce qui est une activité semi-urgente? Nous, on était clair depuis le début. Là, on a pensé qu'on était capable de libérer 6 000 lits pour accueillir des patients qui auraient la COVID-19 dans les hôpitaux, tout en maintenant, avec à peu près 12 000 lits, les activités urgentes.
ça se tranche pas au couteau, là, c'est du cas par cas, que certains médecins qui sont habitués de travailler avec 18 000 lits trouvent qu'on a trop étiré la sauce avec le 12 000 lits. C'est possible qu'il y en ait qui aient cette perception-là. C'est pour ça qu'on dit graduellement, entre 12 000 et 18 000 lits, là, il y a peut-être moyen de rajouter un peu de lits pour commencer à refaire certaines activités, certaines chirurgies. Mais le message a toujours été clair. On ne va pas prendre un médecin spécialiste dans un hôpital pour aller lui demander de venir régler ou aider à régler une situation urgente d'un CHSLD en créant un problème urgent dans les hôpitaux, là. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dire on prend les cas moins urgents des hôpitaux, on les reporte, puis on demande à ce personnel-là, infirmières, préposés et médecins, de venir donner un coup de main dans les CHSLD, parce que c'est là qu'est l'urgence nationale. C'est là qu'on a eu 850 des 1041 décès. On pensait que ce serait peut-être le contraire, que la majorité des décès auraient lieu par des personnes qui ne venaient pas nécessairement des résidences. Mais ce n'est pas le cas, là. La majorité viennent des résidences. Bon, vous parlez de réouverture, vous dites que ça va se faire sur quelques semaines, quelques mois. Si on retourne à la dernière pandémie de 1918, la deuxième vague a été beaucoup plus dure que la première. Moi, j'étais jeune à cet âge-là, M. Laforêt. Ouais. Moi aussi, j'étais très jeune, M. Legault, je vous rassure. Mais quand même, la deuxième vague, et le Dr Arruda pourra confirmer, a été beaucoup plus meurtrière que la première. Si on relâche, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Et comment vous allez doser pour faire en sorte de ne pas vous retrouver avec un débordement dans les hôpitaux? C'est ce que j'ai entendu plusieurs fois le Dr Arruda, ici et en privé, me dire, c'est qu'il faut y aller graduellement, puis regarder, tester, voir l'évolution selon la réouverture. C'est pour ça aussi qu'on dit, c'est pas une bonne idée de retourner 1 million d'enfants dans les écoles tout d'un coup. Il faut y aller graduellement, tester, évaluer, voir la situation, comment elle évolue, puis là, réouvrir un petit peu plus. Donc, il faut y aller graduellement, justement, pour éviter la situation de 1918. Au tour d'Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les trois. Sur le même sujet, là, j'essaie de comprendre. Cet été, est-ce qu'il va y avoir des vacances, entre guillemets? Est-ce que les parents doivent prendre pour acquis que leurs enfants vont aller à l'école cet été? Oh, je pense pas qu'il va y avoir d'école cet été. Est-ce qu'on est capable de réouvrir les écoles pour un certain nombre de semaines d'ici la fin juin? Ça, c'est possible, mais l'été, c'est pas quelque chose qui est envisagé, là, juillet jusqu'à la mi-août, c'est pas quelque chose qui est envisagé. Sinon, sur un autre sujet, on a entendu qu'il y avait une directive là, du ministre de l'Éducation pour permettre à des étudiants en soins infirmiers d'avoir directement leur diplôme s'ils allaient donner du temps dans des CHSLD. Ça donnait lieu à une certaine confusion, des inquiétudes de la part de l'Ordre. Est-ce que c'est vrai? Puis si c'est vrai, est-ce que c'est conciliable avec les exigences de l'Ordre des infirmières? Oui. Oui, parce qu'il y a eu des discussions pendant plusieurs jours là, avec les ordres professionnels, dont l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Effectivement, c'est pour des finissants là, où est-ce qu'il restait un stage. Alors, il y a eu des modalités prévues et l'Ordre était d'accord, là, et on a eu un arrêté ministériel là-dessus. Les étudiants, à ce moment-là, peuvent terminer et être membres de l'ordre professionnel. Alors, tout ça a été discuté avec les ordres professionnels concernés. Merci. Maintenant, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Justin Trudeau, ce matin, a parlé de 2 avions qui sont allés récupérer du matériel de protection en Chine, qui sont revenus vides. Il y en avait une qui allait au gouvernement fédéral et une autre à une province. Est-ce que c'était le Québec? Et si c'est le cas, c'est quoi les conséquences de ça? Non, c'était pas le Québec. Non. Mon autre question, merci. Mon autre question, c'était, hier, vous avez parlé que les gens ont exprimé qu'ils étaient très tannés d'être à la maison. On voit aux États-Unis, il y a même des manifestations anti-confinement. Évidemment, on ne s'attend pas à ça au Québec, mais est-ce que vous attendez à des réactions négatives dans les prochaines semaines déjà? Bien,
Écoutez, il faudrait être déconnecté pour pas voir qu'il y a des gens qui sont tannés d'être à la maison. Là. Je pense que de nier ça serait de nier la réalité. Maintenant, c'est comme le moindre mal. On ne veut pas non plus que ces gens-là sortent tout à coup puis commencent à voir d'autres personnes puis que la propagation là, se multiplie dans les prochaines semaines. C'est possible, puis je l'ai dit souvent, d'aller prendre une marche, de se tenir à 2 mètres des autres personnes, de se laver les mains. Donc, il y a des façons de sortir de la maison tout en respectant certaines règles pour éviter la propagation. Bon, est-ce que on en viendra, là? Le Dr. Arruda l'a dit hier. Qu'est-ce qu'on fait avec les masques artisanaux? Est-ce que ça pourrait aider? Est-ce que, par exemple, un accompagnateur d'une personne qui n'est pas autonome, qui a besoin d'un accompagnement physique, là, que l'accompagnateur puisse porter un masque quand elle aide la personne. Bon, des possibilités qu'on regarde, mais on est très prudent avant d'ouvrir trop rapidement. Mais je comprends très bien là, que je ne veux pas qu'on se retrouve avec des énormes problèmes de santé mentale dans les prochains mois. Là, donc, il va falloir, à un moment donné, tranquillement, déconfiner. Merci. Maintenant, une question d'un média qui n'a pas de bureau ici à l'Assemblée nationale, qui provient de Martin Busutil, RNC Média. Si on exclut les cas particuliers des CHSLD et de la région de Montréal, la situation semble visiblement se stabiliser dans le reste du Québec. Actuellement, des millions de Québécois attendent d'en savoir plus sur la suite des choses tout en continuant de respecter les règles d'isolement. Vous faites souvent référence aux meilleurs jours qui viendront, mais dans les faits, il n'a pas été beaucoup question des détails de la relance et du déconfinement graduel qui est envisagé. À quel moment comptez-vous étaler dans le détail votre stratégie de déconfinement et pourquoi la question n'a été que très peu abordée jusqu'à maintenant? Bien, c'est tout simplement une question de données. On veut être certain que ça soit stable pour un certain temps. Là, il n'y a pas de règle parfaite. Là. Il faut que ça soit stable pour 7 jours, pour 14 jours. Je regarde un peu ce qui se fait dans d'autres pays, puis ça fluctue d'un pays à l'autre, les règles qu'on se donne. Mais ce qu'on discute à tous les jours, c'est de voir quand est-ce qu'on va être prêt à avoir assez d'assurance sur la stabilité de la situation pour réouvrir graduellement l'économie, les écoles, les garderies. Ça fait partie des discussions qu'on a tous les jours. Quand on va être prêt à annoncer un plan, on va l'annoncer. Mais on n'est pas prêt aujourd'hui. Merci. C'est ce qui complète pour les questions en français. On va maintenant passer aux questions en anglais. We'll start today with Katsuni from CBC News. Bonjour. J'ai une question de mon équipe qui travaille pour le Bulletin national. Quand nous comparons la province québécoise avec d'autres provinces à l'est ou à l'ouest de nous, on dirait que le Québec a plus de mal à aplanir la courbe pandémique. Au fond, c'est que d'autres provinces ont moins de mal que nous. Pourquoi vivons-nous cela, selon vous? C'est vrai que vous avez mentionné que la relâche scolaire était plus tôt dans la saison, mais on dirait que vous avez approfondi votre réflexion depuis lors. Réponse. Avant tout, il faut comparer les grands centres urbains. C'est vrai que c'est pire à Montréal qu'à Toronto, mais c'est bien pire à New York qu'à Montréal, et pire à Paris, et à Londres, et à Madrid. C'est pire qu'à Montréal. Donc, il y a bien des raisons qui contribuent au phénomène, mais avant tout, c'est que les gens, au début, voyageaient et selon les destinations. Dr. Arruda, il y a plusieurs facteurs. Il y a le temps ou le moment. C'est qu'en Colombie-Britannique, c'était des cas chinois. Donc, dès qu'ils ont arrêté les vols en partance de la Chine, le facteur d'exposition a été coupé. Et c'est également les grands centres urbains. Si vous vous rendez en Alberta ou les petites provinces, il y a moins de densité humaine, moins de transmission et moins de déplacements également, moins de vols en provenance de l'étranger. Au Québec, on se rend souvent en France et en Italie où il y avait plus de gens qui sont revenus infectés.
Il y a également notre proximité avec New York, c'est très important. Nous savons que l'épidémie à New York est venue à Boisbriand parce que ça fait partie d'une exposition qui n'existe pas en Alberta ou en Colombie-Britannique. C'est qu'il y a des liens entre les communautés juives entre New York et Montréal. Maintenant, comparons quelles sont les valeurs des gens, par exemple en Ontario et Québec, quels sont les ratios d'effectifs par résident dans les foyers d'aînés, par exemple. Donc, il y a des facteurs objectifs. Il y a également ce virus qui peut être transmis sans que le vecteur de transmission, la personne qui porte le virus, en soit malade. Donc, sans symptômes. Donc, les hypothèses s'accumulent. Après coup, ça sera intéressant de comparer tous les facteurs. Car ce qu'on a fait sur le terrain, même s'il y avait une recommandation provinciale, il y a peut-être des variantes locales, même au Québec. Donc, on va analyser tout cela. Et aussi, il y a les résidences pour aînés. Les morts en résidence pour aînés sont-elles déclarées de la même façon par le monde, dans le monde entier? Au Québec, par exemple, nous déclarons toutes les morts en lien avec la COVID. Ce n'est pas le cas partout. Parfois, ce ne sont que les cas confirmés par un laboratoire. Il n'y a pas toujours des tests, donc ils ne peuvent pas confirmer un décès. Et nous avons également, on le confirme, tandis qu'ailleurs, ils vont dire que c'est un cas présumé. Alors, si moi, mon épouse est morte de la COVID, je vais, moi, être compté comme un cas, même si on ne me fait pas passer le diagnostic. Donc, cela peut faire une différence statistique entre le Québec et d'autres juridictions. Question. Monsieur Legault, beaucoup de gens vous demandent de reporter l'année scolaire et de garder les écoles fermées et redémarrer qu'en septembre. Maintenant, vous dites non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. J'aimerais bien comprendre le fond de votre pensée. Quels sont les dangers d'avoir tous ces élèves qui reviennent en classe au même moment en septembre? Et si vous créez des grappes de contagion, des foyers d'éclosion, n'avez-vous pas l'impression que le danger de perdre la maîtrise de la situation sanitaire est réel et que vous serez à la partie la plus délicate de relancer l'économie? Réponse. Écoutez, je ne suis pas spécialiste comme le Dr Arruda, mais la clé, c'est la réouverture graduelle, progressive, par étapes. Vous ne voulez pas avoir 1 million d'enfants qui retournent en classe en même temps. Car là, si jamais il y a une contamination des parents et que nous ayons une énorme vague d'hospitalisation, on sera dans le pétrin. C'est pourquoi il faut procéder de façon graduelle. Et à chaque semaine, il faut vérifier quel est l'effet de cette réouverture graduelle. C'est vrai pour les entreprises comme pour les écoles. Il faut y aller par étapes. On n'est certainement pas dans l'intention de remettre tout le monde en présence l'un de l'autre, que ce soit dans la construction, dans les entreprises ou dans les écoles. Question. Nous avons parlé à une femme dont le père est dans un centre pour aînés. Son père est en bonne santé et elle veut le ramener à la maison. Mais le centre lui dit que ce n'est pas possible. Pourquoi les familles ne peuvent pas ramener des aînés à la maison? Surtout quand certaines familles peuvent offrir des soins à domicile. Et cela allégerait le stress pour le personnel. Réponse. Je ne connais pas votre cas de figure. Mais si quelqu'un est dans un CHSLD, c'est que cette personne a besoin de soins, de médecins, d'infirmières et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent offrir ça à la maison.
Mais il me faudrait regarder ce cas de figure. Oui, il faudrait examiner la situation particulière que vous citez. C'est que nous avons déjà dit à la population qu'il est possible de ramener un proche à la maison. Mais il y a certainement des critères qu'il faut respecter et c'est dépendant des soins que cette personne nécessite. Alors, nous avons, mesdames et messieurs, dépassé la limite du 1000 cas de décès au Québec, 1041 très précisément actuellement.